Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour un chapitre que je refais et qui porte sur les fonctions convexes. Plus exactement, les fonctions définies sur un intervalle I de R à valeur dans R. F est convexe si à chaque fois qu'on prend deux points AB sur la courbe de F, eh bien la restriction de cette courbe de F, c'est-à-dire entre A et B, eh bien, est située au-dessous du segment AB. Au-dessous du segment AB. Alors rappelons que le segment AB, c'est l'ensemble. Alors rappelons que la courbe, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, quand x appartient à I. Et rappelons que le segment AB, c'est l'ensemble des barycentres de AB, que tout point C de AB s'écrit de façon unique, C égale lambda A plus mu B, avec les notations de la géométrie affine, où lambda mu appartient à R+, et leur somme est égale à 1. Donc si on a A et B comme ça, et C d'abscisse Z, alors XC est égal à Z est égal à lambda X plus mu Y, parce que d'avoir ça, ça impose qu'on a ça pour les abscisses et pour les ordonnées. Voilà, d'accord ? C'est le barycentre de ça, donc Z est le barycentre de ça, et YC est le barycentre de ça. Si M est le point d'abscisse Z, on a donc la traduction de ça, c'est que YM est inférieur ou égal à YC, qui équivaut à dire que F de Z est inférieur ou égal à YC, ou encore que F de lambda X plus mu Y est inférieur ou égal à lambda F de X plus mu F de Y. Réciproquement, si X, Y appartiennent à I, tu vérifies ça, et que pour tout lambda mu appartenant à R+, vérifiant ça, on a ça, en gardant les notations précédentes, c'est-à-dire en AX, Y, Z, on associe les points A, B, C, M, etc. Eh bien, on va avoir ça, d'accord? Donc F va être convexe. Voilà. Remarquons aussi que si X égale Y, ce qu'on peut avoir, on peut avoir A égale B, eh bien, ça c'est automatique, parce qu'à ce moment-là, lambda X plus mu Y, ça fait lambda X plus mu X, ça fait lambda plus mu X, donc ça fait X. Donc ça fait F de X, et de l'autre côté c'est pareil. Remarque, dans 1, peu importe que l'on ait X inférieur ou égal à Y, ou X supérieur au Y, parce que si X est supérieur au Y, ça nous ferait donc ça, mais à ce moment-là, en échangeant les noms de lambda mu, on aura toujours lambda mu appartenant à R+, vérifiant ça. Il y a une symétrie dans cette relation, et on aura ça. F, cette fois-ci, on aura ça. D'accord? Ce qui nous ramène au cas précédent. Voilà. Donc, la définition qu'on va donner, à la traduction de ça, qu'on va donner pour dire que F est convexe, ça va être, quel que soit x, y appartenant à I, vérifiant. Alors, j'aurais pu mettre x inférieur ou égal à y, mais comme cette relation est automatique pour x égale à y, je peux me contenter de mettre ça. Et lambda mu appartenant à R+ tel que ça, on a ça. Mais, d'après ce que je viens de voir précédemment, ça équivaut à dire que quel que soit x, y appartenant à I, et là, peu importe que x soit inférieur ou égal ou supérieur ou égal à y, et lambda mu appartenant à R+ tel que ça, on a ça. Rappel, dans un plan, une partie E est convexe si pour tout AB appartenant à E, le segment AB est inclus dans E. Voici un exemple d'ensemble convexe. Celui-là n'est pas convexe, puisque là on a un point qui n'est pas dans l'ensemble. Reprenons la fonction, soit E l'ensemble des points M de coordonnées x, y, avec x qui appartient à I, y supérieur ou égal à f de x. Donc c'est la partie située au-dessus de la courbe. Alors, f est convexe si et seulement si E est convexe. Démonstration. On suppose que f est convexe. Si on prend AB appartenant à E. A, B, donc XA, XB appartiennent à I, et on a ça. Soit M, un point sur le segment AB. Donc on sait qu'il est barycentre de A et B. Donc on a X qui est égal à ça, Y qui est égal à ça, mais F est convexe. Donc F de ça est inférieur ou égal à ça. Et donc F de XA
est inférieur ou égal à YA, puisque A est dans E. Et f de xb est inférieur ou égal à YB. Et ça fait Y. Et donc j'obtiens f de x qui est inférieur ou égal à Y. Donc j'ai bien le point M qui appartient à E. Ceci, quel que soit A, B et puis M. Donc E est convexe. Maintenant, réciproquement, si on suppose E convexe, on prend A et B sur la courbe. Donc on a ça. Et on prend x égale lambda xa plus mu yk, et y est égal à lambda f de xa plus mu f de yk. Donc M est le barycentre de A et de B. Donc M appartient au segment AB. Alors, A appartient à E parce que YK est égal à f de xa qui est supérieur ou égal à f de xa. De même, B appartient à E. Et E est convexe. Donc le point M va appartenir à E. Et donc Y va être supérieur ou égal à f de x, ce qui veut dire que on va avoir f de x qui est inférieur ou égal à Y. Et donc on obtient ça. Quel que soit xa, xb appartenant à I. Donc ça veut bien dire que f est convexe, d'où le résultat. Fonction concave, eh bien une fonction est concave si à chaque fois qu'on prend x, y appartenant à I, lambda mu positif, vérifiant lambda plus mu est égal à 1, on a f de lambda x plus mu y qui est cette fois-ci supérieur ou égal, au lieu d'être inférieur ou égal, à lambda f de x plus mu f de y, ce qui veut dire que la courbe est toujours au-dessus du segment. L'arc au-dessus de la corde. F, une fonction d'un intervalle I de R vers R. On a F concave si et seulement si moins F est convexe. Ce qui équivaut aussi à dire que cette partie-là est convexe. Démonstration pour G égale moins F, donc qui va de I vers R, donc F égale moins G. F concave, ça équivaut à dire ça, d'accord? Et ça équivaut à dire, je remplace f par moins g. Et donc, ça équivaut à dire ça. Et donc, ça équivaut à dire que g est convexe, et donc que moins f est convexe. Alors, g convexe, ça équivaut à dire ça, on l'a vu. Et ça équivaut, on va le démontrer après, un ensemble est convexe si et seulement si, symétrique par rapport à la droite des x est convexe. En fait, un ensemble convexe, l'image d'un convexe par une symétrie axiale est convexe. Ça, on le démontrera après. Je remarque que si m de coordonnées x, y appartient à delta, ça équivaut à dire y supérieur ou égal à g de x, avec x évidemment qui appartient à i. Dire qu'un point P appartient à sigma x de delta, ça équivaut à dire que ce point-là appartient à delta. C'est-à-dire que moins y est supérieur ou égal à g de x. Donc dire que ça c'est convexe, c'est dire que l'ensemble des points P de coordonnées x, y avec x appartenant à i et moins y supérieur ou égal à g de x c'est convexe. Donc ça équivaut à dire que ça revient à dire y inférieur ou égal à moins g, c'est-à-dire f de x. Ça équivaut donc à dire ça. D'où le résultat. Alors il me reste à démontrer que si E est une partie non vide de R de E est convexe si et seulement si le symétrique est convexe. Supposons E convexe et prenons, alors remarquons que L' coordonnée XY appartient à sigma x de E, si et seulement si M de coordonnées x moins Y appartient à E. Soit A et B appartenant à sigma x de E et M appartenant à AB. Donc barycentre de A et de B. On peut choisir AB tel que A et B sont positifs, A plus B est égal à 1. Alors A', ces deux points-là, c'est-à-dire les symétriques de A et B, appartiennent à E. Et je remarque que le symétrique de M a cette coordonnée-là, ces coordonnées-là. M est égal à AA plus BB. Ça, c'est la notation en géométrie affine. Ça veut dire que X est égal à ça, que Y est égal à ça. Donc moins Y va être égal à A multiplié par moins YB plus B moins YB. Et donc ça, et puis ça me dit exactement que sigma X de M, qui a pour coordonnées X et moins Y,
est barycentre de A', A et de B', B. Donc, il va appartenir à ce segment-là. D'accord? Mais comme A', B' sont dans E, on sait que E est convexe, qu'est-ce que je viens de dire? Oui, c'est ça. Le segment A', B' est inclus dans E. Donc le point sigma xm va appartenir à E, puisque donc E est convexe. Donc M appartient à sigma x de E. Hein. Et donc sigma x de E est convexe, puisque je viens de démontrer que si on prend M appartenant à AB, eh bien forcément il appartient à sigma x de E à chaque fois. Donc sigma x de E est convexe. Et bon, bah, alors donc j'ai démontré que E convexe implique sigma x de E convexe. La réciproque, bah, sigma x de E convexe, j'utilise ce que j'ai fait avant, ça implique que sigma x de E est convexe, et donc E est convexe. Deux exemples très voisins d'ailleurs, de fonctions convexes, la fonction x puissance 2 et la fonction x puissance n. Ici sur R, ici sur R+. Donc sur R, alors on prend évidemment ça, et il s'agit de démontrer que ça est inférieur ou égal à ça, ce qui équivaut à démontrer ça. Et ça, ça équivaut à démontrer que lambda de x2, je développe. Donc ça équivaut à démontrer, je vous laisse vérifier ça. Et donc, partant de là, si lambda est différent de L0, ben on peut diviser par lambda 1 moins lambda qui est positif, et donc ça va me donner moins x2. Ça fait moins lambda. Ça fait moins lambda, 1 moins lambda. Donc ça fait moins y2 plus 2 xy inférieur ou égal à 0, ce qui est évident, puisque ça équivaut à dire ça, donc ça. Et quant à ça, ben, c'est évident si lambda vaut 1 ou 0. Donc on a bien démontré. Alors maintenant, on va démontrer que c'est vrai pour x puissance n, mais sur R+, cette fois-ci. Donc on fait une récurrence sur n, c'est déjà vrai pour n égale 2. On suppose que c'est vrai pour l'ordre n, il faut démontrer ça. Donc on sait qu'on a ça. Donc on peut dire que ça va être, c'est égal à lambda x plus mu y à la puissance n plus 1. Ben c'est lambda x plus mu y à la puissance n multiplié par lambda x plus mu y à la puissance multiplié par lambda x plus mu y. Mais comme le lambda x plus mu y à la puissance n est inférieur ou égal à ça, et qu'on a affaire qu'à des nombres positifs, eh bien on a donc cette inégalité. Alors ça, ben, on va le développer, ça fait lambda 2xn plus 1 plus lambda y, facteur de lambda mu, pardon, facteur de, c'est bien lambda mu, hein, oui, facteur de xny plus xyn plus mu2 yn plus 1. Voilà. Alors j'appelle ça A et j'appelle ça B. Donc en fait, ce qu'on veut démontrer, c'est que A est inférieur ou égal à B. Mais à ça, ça équivaut à dire que ça. D'accord? Parce que quand je fais passer de l'autre côté, si j'ai du lambda 2 moins lambda, c'est comme tout à l'heure, ça fait lambda facteur de lambda moins 1. J'ai du mu facteur de mu moins 1, et puis j'ai ce truc-là. Et mu facteur de mu moins 1, comme tout à l'heure d'ailleurs, ça fait moins lambda facteur de 1 moins lambda. Donc j'obtiens ça plus ça inférieur ou égal à 0. La relation est vraie si lambda égale 0 ou 1, et si c'est différent de 0 et 1, comme lambda 1 moins lambda est positif, je peux diviser, donc ça équivaut à dire ça. D'accord? Et donc ça équivaut à dire que xn plus 1 plus yn plus 1 moins ça est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que xn facteur de x pour avoir xn plus 1 moins y pour avoir ça, plus yn facteur de y moins x est supérieur ou égal à 0, ou encore que y moins x, puisque j'ai supposé x inférieur à y, donc c'est pour ça que je mets y moins x, facteur de yn moins xn positif.
comme y moins x est positif, ça équivaut à dire que yn moins xn est positif. Alors ça c'est vrai, parce que cette fonction-là est croissante sur R+, donc x inférieur à y implique que xn est inférieur à yn, xn est inférieur à yn, et donc yn moins xn est positif. Donc j'ai bien a inférieur ou égal à b, ce qui assure l'hérédité, et d'après le théorème de récurrence, donc la propriété est toujours vraie, et donc on a prouvé le résultat. L'inégalité de Jensen, du nom d'un mathématicien danois du 19e, 20e siècle. On a un intervalle de R, une fonction de I vers R. Alors, f est convexe si et seulement si. À chaque fois qu'on prend n réel dans I et n réel positif de somme égale à 1, eh bien f de ça est inférieur ou égal à la somme des lambda k f de xk. Bon. Alors on va d'abord démontrer dans ce sens. On suppose que ça c'est vrai, donc c'est vrai en particulier pour n égale 2. Pour n égale 2, ça assure que f est convexe. Alors maintenant dans l'autre sens, si f est convexe, on fait une récurrence sur n. De toute façon c'est évident si n est égal à 1. Ça fait f de x1 est égal à f de x1. Et c'est évident aussi si n égale 2 parce que justement elle est convexe. Supposons que le résultat soit vrai à l'ordre n et considérons n plus 1 élément de i et n plus 1 élément de r+, vérifiant dont la somme est égale à 1. Il faut démontrer en fait ça. Si lambda n plus 1 est égal à 1, alors lambda k égale 0 pour tous les autres, puisque la somme est égale à 1 qui sont positifs. Et donc 1 s'écrit f de xn plus 1 est inférieur ou égal à f de xn plus 1, ce qui est vrai. Donc maintenant, on va supposer que lambda n plus 1 n'est pas égal à 1, et du coup, lambda égale somme des lambda k de 1 à n est différente de 0. Et je pose x égale somme des lambda k xk de 1 à n plus 1, c'est donc le barycentre des xk lambda k, puisque la somme des lambda k est égale à 1. Et donc c'est le barycentre de y lambda, et du système y lambda xn plus 1 lambda n plus 1, où y est le barycentre des xk lambda k, cette fois-ci pour k allant de 1 à n, et lambda la somme des lambda k. Donc y va être égal à la somme de 1 à n des lambda k sur lambda xk, et donc x est égal à lambda y plus lambda n plus 1 y n plus 1, puisque lambda plus lambda n plus 1 est égal à 1, f de y, qui est égal à f de ce truc-là, et la somme de ces trucs-là, ça fait 1, donc c'est inférieur ou égal à la somme de 1 à n des lambda k sur lambda f de xk d'après l'hypothèse de récurrence, et donc lambda f de y est inférieur ou égal à la somme de 1 à n des lambda k f de xk. X est égal à ça, d'accord? Donc f étant convexe, eh bien on a f de x qui est inférieur ou égal à lambda f de y plus lambda n plus 1, f de xn plus 1. Et donc ça, f de ça va être inférieur au... Ça, je viens de démontrer ça, donc c'est inférieur ou égal à la somme des lambda k f de xk plus lambda n plus 1 f de xn plus 1 égale à ça. Et donc j'ai démontré le résultat à l'ordre n plus 1. Donc la propriété est héréditaire, et d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie, d'où le résultat. Alors maintenant, cette fonction-là, racine carrée, elle est concave, parce que si je prends x entre 0 et puis y, lambda mu appartenant à R+, de somme égale à 1, il faut démontrer ça. Et si démontrer ça, ça équivaut à démontrer, je passe au carré, puisqu'ils sont tous positifs, ça. Ce qui équivaut à démontrer que lambda x2 plus mu y2 est supérieur ou égal à lambda x plus mu y au carré, où j'ai posé x égale racine de x et y égale racine de y. Et comme cette fonction-là est convexe, je sais que f de lambda x plus mu y est inférieur ou égal à ça. Et ça me donne exactement que lambda x plus mu y au carré est inférieur ou égal à lambda x2 plus mu y2. Donc ça, c'est exactement équivalent à ça. Donc j'ai bien prouvé le résultat. On a vu que la fonction x au carré est convexe, que la fonction racine carrée de x est concave. Plus généralement, si on prend une fonction
continu convexe, donc on est sûr que J égale f de I est un intervalle de R. On suppose que f est strictement croissante, donc c'est une bijection de I vers J. Et on sait qu'à ce moment-là, f-1 est continu. Montrons qu'alors f-1 est concave. Alors on prend ça comme d'habitude. Et on pose x égale f-1 de x', y égale f-1 de y'. Eux, ils appartiennent à I, qui est un intervalle. Donc lambda x plus mu y appartient à I, et f est convexe. Donc on a ça. Et ça, c'est exactement lambda x' plus mu y'. Comme f est croissante, ben f-1 va être croissante. Donc on applique f-1 là-dedans. Et donc on a ça. D'accord ? Et donc, on a f-1 de lambda x' plus mu y' qui est supérieur à lambda, ben, x c'est f-1 de x', et puis y c'est f-1 de y'. Et donc ça donne bien que f-1 est concave. Exemple, on verra que l'exponentielle est convexe, parce que sa dérivée seconde est positive, bien sa réciproque est ln de x, et donc concave. Je rappelle que la forme est comme ça, effectivement. Conséquence de l'inégalité de Jensen, si je prends n réel, et là n réel positif de somme 1, eh bien j'obtiens cette inégalité. Bon, ça vient du fait que la fonction x au carré est convexe. Et si je prends n réel positif, et puis là des réels positifs de somme 1, si je prends p supérieur ou égal à 2, comme la fonction x puissance p est convexe, ben, j'ai aussi cette inégalité-là. Enfin, f concave, si et seulement si, quel que soit n réel, alors ça c'est appartenant à I, je me suis trompé, tiens, et n réel positif de somme 1, f de somme des lambda k xk est supérieur ou égal à somme des lambda k f de xk. Voilà. Bon, bah alors ça vient de quoi? Bah, f concave, ça équivaut à dire que moins f est convexe, donc on a ça, et ça équivaut à dire ça. Exemple, la fonction racine carrée de x est concave, donc si je prends n réel positif de somme 1 et n réel positif, eh bien j'ai racine de somme des lambda k xk qui est supérieure ou égale à somme des lambda k racine de xk. F, toujours une fonction de l'intervalle I de R vers R, elle est convexe si et seulement si pour tout x, y, z dans I tel que ça, on a f de z moins f de x sur z moins x est inférieur ou égal à f de y moins f de x sur y moins x. C'est-à-dire la pente de M, j'ai mis x, z et y, d'accord? Donc la pente de AM, la pente de AM c'est bien f de z moins f de x sur z moins x, qui est inférieur ou égal, et ça c'est la pente de AB, f de y moins f de x sur y moins x. Mais ça équivaut aussi à dire que f de y moins f de x sur y moins x, c'est-à-dire la pente de AB, est inférieure ou égale à f de y moins f de z sur y moins z, c'est-à-dire la pente de MB. D'accord? A, B et M. Démonstration, donc le z qui est entre x et y, ben c'est un lambda x plus mu y, où lambda et mu sont positifs et leur somme est égale à 1. Mu est différent de 0 parce que sinon on aurait lambda égale 1 et z est égal à x. De même pour lambda est différent de 0. Z moins x, qu'on remplace, on trouve que ça fait mu facteur de y moins x. Et y moins z, ça fait ça, et lambda facteur de y moins x. Donc en fait, dire ça, ça équivaut à dire que ça, d'accord? Puisque z moins x, je le remplace. Et donc en simplifiant par y moins x, et en faisant passer mu de l'autre côté, ça équivaut à dire ça. Et là, je vous laisse vérifier, comme ça fait lambda, ça équivaut à dire ça, et donc f est convexe. La deuxième, d'accord? Dire ça, ça équivaut à dire, ce truc-là, je le remplace par ça. Et donc, ça équivaut, si les calculs sont les mêmes, à dire ça. C'est-à-dire qu'à la fin, on trouve pareil que f est convexe. Donc, la propriété est démontrée. Alors maintenant, toujours la même fonction, et bien en fait, f est convexe si quel que soit i,
si et seulement si quel que soit x appartenant à i, la fonction phi x qui a t appartenant à i moins x associé f de t moins f de x ou t moins x, c'est croissante, démonstration. Eh bien, on suppose d'abord qu'elle est convexe. On prend t appartenant à i moins x, vérifiant t inférieur à t'. Alors, il y a trois cas. Soit on a ça, soit on a ça, soit on a ça. D'accord? Voilà. Donc, dans le cas 1, où t est inférieur à x inférieur à t', comme f est convexe, on a f de x moins f de t sur x moins t qui est inférieur ou égal à cette pente-là, c'est-à-dire f de t' moins f de t sur t' moins t, mais celle-là, elle est inférieure ou égale, comme f est convexe, à celle-là, f de t' moins f de x sur t' moins x. Donc on a ça inférieur ou égal à ça, et donc ça peut s'écrire comme ça, et puis inférieur donc ou égal à ça. Et j'obtiens là directement que phi x de t est inférieur ou égal à phi x de t'. Dans le deuxième cas, t inférieur à t' inférieur à x, comme elle est convexe, on a f de x moins f de t qui est inférieur ou égal sur x moins t. Hein, on a cette pente-là qui est inférieure ou égale à celle-là. Donc on a ça. Et donc ça c'est égal à ça. Et ça c'est égal à ça. Et donc j'obtiens tout pareil que phi x de t est inférieur ou égal à phi x de t'. Mais dans le dernier cas, d'accord, donc c'est x inférieur à t inférieur à t', et bien comme il est convexe, c'est cette pente-là qui est plus petite que celle-là. Et là j'obtiens directement que phi x de t est inférieur ou égal à phi x de t'. Donc dans tous les cas, j'ai ça. Hein, dans les trois cas, j'ai ça. Et donc j'ai bien démontré que phi x est croissante. Maintenant, je vais démontrer que la réciproque, c'est-à-dire que si phi x est croissante, la fonction f est convexe. Réciproquement, si on suppose que cette fonction-là est croissante, quel que soit x appartenant à i, montrons que f est convexe, on prend x z y comme ça. Comme phi x est croissante, on va avoir ça. Et ça, on sait que ça implique que f est convexe, c'est terminé. Théorème, f de l'intervalle i ouvert de grand R vers R, et on suppose qu'elle est convexe. Alors f est continue, a des dérivées à gauche et à droite en tout point. On a toujours la dérivée à gauche plus petite que la dérivée à droite, et si x, y appartient à i et x inférieur à y, on a ces encadrements. Petit 5, dérivée à gauche, dérivée à droite sont croissantes. Démonstration, soit x0 appartenant à i, comme il est ouvert, il existe un b tel que ça. Phi x0 est croissant, donc si x inférieur à x0 comme x0 inférieur à b, ça implique x inférieur à b, et donc ça implique que phi x0 de x est inférieur ou égal à phi x0 de b. Phi x0 est croissante, majorée sur cet intervalle-là. Donc la limite quand x tend vers x0 moins existe, appartient à R, et est inférieure ou égale à phi x0 de b. Donc cette limite-là existe, appartient à R, est inférieure ou égale à phi x0 de b. Donc la dérivée à gauche en x0 existe, est inférieure ou égale à phi x0 de b, quel que soit b supérieur à x0. Mais phi x0 est croissante, donc la limite, grâce à ça, on obtient que la limite de phi x0 de b quand b tend vers x0 plus, existe aussi, appartient à R et est supérieur ou égal à f'g de x0. Donc ça existe et c'est supérieur. Donc ça veut dire que la dérivée à droite en x0 existe et est supérieure ou égale à f'g de x0, quel que soit x0 appartenant à i. Et donc on a démontré le petit 2, la dérivée à gauche et la dérivée à droite qui existent, et on a démontré le petit 3. Voilà. Alors, la dérivée à gauche existe, donc la fonction est continue à gauche en tout x. La dérivée à droite existe, donc elle est continue à droite en tout x. Donc elle est continue sur y. Terminé. Le petit 1 est démontré. On a démontré 1, 2, 3 pour le moment. Il faut ça maintenant. Soit x0 appartient à i. On a vu que la dérivée à gauche en x0 est égale à la limite de phi de x0 de x quand x tend vers x0 moins.
comme phi x0 est croissante, alors si x est inférieur à x0, on obtient que phi x0 de x est inférieur ou égal à cette dérivée à gauche. Donc j'obtiens ça. D'accord? De même, puisqu'on a ça, que phi x0 est croissante, si x est supérieur à x0, j'obtiens que f' de x0 est inférieur ou égal à phi x0 de x. Donc finalement, j'obtiens cet encadrement que j'appelle étoile. Supposons maintenant x, y appartenant à i, x inférieur à y. Je sais déjà ça, parce que ça, c'est ça. Je sais ça, toujours la même chose. Et maintenant, je sais en plus ce truc-là. Bah, ça y est. J'ai donc ça, ça et ça. Bah, c'est terminé. Le petit 4. Ouais, alors le petit 4, c'est ça le petit 4, il va impliquer que f'g de x est inférieur ou égal à f'g de y quand x est inférieur à y. Et il implique aussi que f'd de x est inférieur ou égal à f'd de y quand x est inférieur à y. Donc là, je vois que f'g et f'd sont croissants, d'où le petit 5. Conséquence, f de l'intervalle ouvert i de r vers r convexe. Si f est dérivable, sa dérivée est croissante. Si la dérivée seconde existe, alors elle est positive. Démonstration, si f est dérivable, forcément la dérivée est égale à la dérivée à gauche, et on sait que la dérivée à gauche est croissante, donc f' est croissante. Et si f seconde existe, f est dérivable, donc f' est croissante, comme f seconde c'est la dérivée de f', f seconde est positive. Un lemme, f de AB vers R continue si f'd existe sur AB et qu'elle est positive, alors f de B est supérieur ou égal à f de A. Ça pourrait paraître évident, mais c'est pas la dérivée qu'on a là, mais la dérivée à droite. La démonstration est un peu délicate. Donc pour epsilon positif, on considère l'ensemble des x appartenant à AB tels que f de t moins f de a plus epsilon t moins a supérieur ou égal à 0, quel que soit t appartenant à x, je l'appelle delta. Il est évident que a appartient à delta, parce que u de a fait 0, donc delta est non vide. Supposons que x appartient à delta, alors si je prends y entre a et x, u de t est supérieur ou égal à 0, quel que soit t appartenant à x, donc il va être supérieur ou égal à 0, quel que soit t appartenant à y, donc y appartient à delta, donc delta est un intervalle d'extrémité gauche A, donc c'est de cette forme-là. En fait, ça va être de cette forme-là et ça va même être AB. Delta est différent du vide, delta est inclus dans AB, donc C égale le sub de delta existe, et est compris entre A et B, montrons qu'il appartient à delta, puis montrons que C est égal à B. Si C égale A, alors il appartient à delta. Sinon, on a ça. Soit alors y, tel que y est entre A et C. C est le sub de delta, donc on va pouvoir trouver x appartenant à delta, tel que x est entre y et C. Et comme x appartient à delta, u de t est supérieur ou égal à 0, quel que soit t appartenant à x. Y appartient à x, donc u de y va être supérieur ou égal à 0, quel que soit y appartenant, puisque ça c'est vrai pour tout y appartenant à C. Donc voilà. U est continu sur AB. Donc u de C est égal à la limite de u de y, quand y est envers C, et donc ça va être supérieur ou égal à 0. On a donc le u de y qui est supérieur ou égal à 0, quel que soit y appartenant à C. C'est vrai pour A, parce que ça on l'a déjà vu, ça fait 0, et puis ça, on vient de démontrer ça. Donc en fait, on a u de y supérieur ou égal à 0, quel que soit y appartenant à C, donc C appartient à delta. Voilà, donc dans les deux cas, que C soit égal à A ou supérieur à A, C appartient à delta. Montrons maintenant, supposons, on veut montrer en fait que C est égal à B. On sait déjà que C est inférieur ou égal à B. Supposons que C soit inférieur à B. Alors, f', la dérivée à droite existe, car C appartient à AB ouvert. Alors, f', la dérivée à droite, c'est ça. Donc, il existe nu positif, tel que t entre C et C plus nu implique ce truc-là.
Donc ça implique ça, et donc ça implique que l'on a ça, quel que soit t, appartenant à c, c plus nu. Mais comme ça c'est encore vrai pour t égale c, on peut même dire que c'est quel que soit t appartenant à cy, quand avec y égale c plus nu. Voilà. Et alors y évidemment est supérieur à c. C appartient à delta, donc f de c moins f de a plus epsilon c moins a est supérieur ou égal à 2. Et comme j'additionne les deux, j'obtiens que f de t moins f de a plus epsilon t moins a est supérieur ou égal à 0, quel que soit t appartenant à cy. Et c appartient à delta, donc on a aussi ça. Donc comme on a ça et qu'on a ça, on en déduit que f de t moins f de a plus epsilon t moins a est supérieur ou égal à 0, quel que soit t appartenant à... On l'a sur CY et sur AC, donc sur AY. Donc Y appartient à delta avec Y qui est supérieur à C. Donc c'est impossible, donc C est égal à B. C appartient à delta, donc B appartient à delta. Et donc en fait, mon delta c'est AB. Puisque, je ne sais plus, là j'avais écrit, voilà, ça. C appartient, oui alors donc je suis là, B appartient à delta, donc j'ai ça. Quel que soit epsilon positif, et comme ce truc-là ça tend vers 0, bah f de b moins f de a est supérieur ou égal à 0, donc f de b est supérieur ou égal à f de a. Un autre lemme avant le théorème, f de ab vers r continue, tel que f a une dérivée à droite sur l'intervalle ab, et que cette dérivée à droite est croissante. Alors, si c est entre a et b, f'd de a est inférieur ou égal à fc moins f de a sur c moins a est inférieur ou égal à f'd de c. Démonstration en considérant cette fonction qui est évidemment continue puisque f est continue et évidemment elle a une dérivée à droite puisque f a une dérivée à droite. Et cette dérivée à droite est égale à ça qui est positif parce que a est inférieur ou égal à x et que f'd est croissant. Donc g'd est positif sur ac, donc on peut appliquer le lemme précédent et dire que g de c est supérieur ou égal à g de a, ce qui nous fait ça, équivalent à ça, donc à ça. Et on fait la même chose pour avoir l'autre. Donc là pour le moment j'ai celle-là. Pour avoir l'autre, on considère cette fois-ci cette fonction h qui est continue, qui a une dérivée à droite sur cet intervalle égale à ça, qui est positive, là aussi parce que x est inférieur ou égal à c, et que f'd est croissante, h'd est positive, et donc on peut appliquer le lemme précédent, et qui nous dit que h de c est supérieur ou égal à h de a, ce qui nous donne ça, équivalent à ça, et donc à ça, et j'obtiens donc le résultat. Théorème, si f est défini d'un intervalle ouvert grand I vers de R vers R continue et qu'elle a une dérivée à droite croissante sur I, alors f est convexe sur I. Donc on va prendre 3 réels comme ça. D'après le lemme précédent, on a ça. Alors ça, on l'a directement. Hein. Et puis celui-là, bah, c'est ça en fait quand on change A et C en C et B. Donc en fait, on va avoir ça, qui est inférieur ou égal à ça. Ce qui est équivalent à dire ça, puis je développe, d'accord, puis je rajoute B, F de B des deux côtés, je simplifie, et je regroupe d'une autre façon, et j'obtiens ça. Et comme B-A, B-C sont positifs, j'obtiens ça. Et ça me donne quoi? Ben, c'est la pente qu'il y a là, qui est inférieure ou égale à cette pente-là entre C et B. Ben, ça prouve exactement comme c'est vrai, quel que soit ABC vérifiant A inférieur à B inférieur à C, ça prouve bien que F est convexe sur I. On a aussi la même chose avec la dérivée à gauche, c'est-à-dire que si F est une fonction définie sur un intervalle I ouvert de R vers R continue et qu'elle admet une dérivée à gauche croissante sur I, alors F est convexe. En effet, si je prends UV appartenant à I et U inférieur à V, M égale U plus V sur 2, le milieu, j'ai la fonction qui a X appartenant à UV associe 2M moins X appartenant à R. Elle est continue, évidemment, puisque F est continue. On remarque que 2M moins X égale U plus V moins X,
décrit UV quand x décrit UV. Moins V est inférieur, alors, soit x0 appartenant à UV, et x choisi tel que x est entre x0 et V. Delta x égale g de x moins g de x0 sur x moins x0. Ça va nous faire, alors, g de x, je le remplace par f de 2m moins x, l'autre par f de 2m moins x0, et là, c'est l'opposé de ça, donc il y a un moins. J'ai ça, évidemment, et donc j'ai ça. Et tout ça, c'est compris entre u et v. Et 2m moins x va tendre vers 2m moins x0 moins, par valeur négative, parce que x tend vers x0 par valeur positive. Donc delta x qui est égal à moins ça, ce truc-là, là, évidemment, ça tend vers la dérivée à gauche en 2m moins x0. Donc G'(d) existe sur UV, et G' d de x est égal à moins f'g, la dérivée à gauche en 2m moins x. Alors quand x augmente, 2m moins x diminue, donc cette dérivée diminue parce que la dérivée est croissante, hein. Donc ça c'est croissant, donc G'(d) est croissant. D'après le théorème précédent, comme on est sur un ouvert, ici l'intervalle UV, et que G est continu et que sa dérivée à droite est croissante, on en déduit que G est convexe sur UV, quel que soit U inférieur à V, UV appartenant à I, donc en fait elle va être convexe. D'accord, c'est tout dit. Ah, sauf que là, elle est définie que sur UV, donc je retire ce que je viens de dire. Elle est convexe sur UV. Soit A, maintenant, inférieur à C, inférieur à B, tout ça dans I. I est ouvert, donc je vais pouvoir trouver U et V tel que l'on met ça. Et on prend la fonction G définie comme précédemment sur UV. On sait que G est convexe sur UV. Et si T appartient à UV, alors X égale 2m moins T qui appartient à UV. Et f de X égale G de T égale G de 2m moins X. Bon. F de C moins F de A sur C moins A. Alors, je suis dans cette position. Enfin, je verrai ça après. Est égal. Alors ça, je le remplace par G de 2m moins C, G de 2m moins A. Puis ça, c'est l'opposé de C moins A, donc il y a un moins. Donc ça fait moins G de 2m moins A moins G de 2m moins C. Puis là, j'inverse, donc c'est pour ça que ça garde un moins. Et de même, F de B moins F de A sur B moins A va être égal, je vous laisse vérifier à ça. Bon. Mais là, j'ai ça. Il faut imaginer, le U, il est quelque part par là, puis le V, il est quelque part par là. G est convexe sur UV, donc ça va être inférieur ou égal à ça, parce que je suis dans cette position. Donc ça est inférieur ou égal à ça. Donc, alors je remplace ça, eh bien, ça c'est avec A et B, ben, par l'opposé de ça, d'accord? Et puis je remplace l'autre par l'opposé de ça, d'accord? Et je fais passer de l'autre côté, ça fait ça. Quel que soit ABC appartenant à I, vérifiant. Alors je regarde, ça c'est la pente qu'il y a entre ça et ça. Et puis l'autre, c'est cette pente-là. Et donc je vois que F est convexe. Conséquence, si f est une fonction d'intervalle ouvert I de R vers R, petit 1, f dérivable et f' croissante, ça implique que f est convexe. Petit 2, f seconde existe sur I et f seconde supérieure ou égale à 0, ça implique que f est convexe. Rappel, on avait vu que si f, donc ça c'est une conséquence de ce qu'on a vu avant, si f est une fonction d'un ouvert I de R vers R, si f est convexe, alors f est continu à des dérivées à droite et à gauche qui sont croissantes. On a donc, toujours avec un intervalle ouvert, f convexe équivaut à f continu et f'd existe, croissante, équivaut à f continu et f'g existe, croissant. Petit 2, si f est dérivable, alors f convexe, si et seulement si f' est croissant. Si f seconde existe, alors f convexe, si et seulement si f seconde supérieure ou égale à 0.
On en déduit des propriétés similaires pour les fonctions concaves. Hein. Alors, ça, c'était donc conséquence directe. Hein. F ouvert de f fonction de l'ouvert I, l'intervalle ouvert I vers R, à f concave équivaut à f continu et f'(d) existe décroissante, équivaut à f continu, la dérivée à gauche existe décroissante. Hein. Si f est dérivable, alors f concave équivaut à f' décroissante. Si f seconde existe, f concave équivaut à f seconde inférieure ou égale à 0. Démonstration évidente. F concave équivaut à moins f convexe, équivaut à moins f continu. Et cette dérivée existe, mais cette dérivée, c'est celle-là, d'accord? Et qu'elle est croissante, donc ça équivaut à dire que f est continu. Et la dérivée à droite décroissante, idem à gauche. Hein. Si f est dérivable, f concave équivaut à moins f convexe, équivaut à dérivée de moins f croissante, équivaut, ça c'est moins dérivée de f, donc équivaut à dérivée de f décroissante. F seconde existe, f concave équivaut à moins f convexe, équivaut à dérivée seconde de f supérieure ou égale à 0, et ça c'est moins la dérivée seconde de f, donc ça équivaut à dire que la dérivée seconde de f est inférieure ou égale à 0. Exemple, avec l'exponentielle qui est concave parce que sa dérivée est positive, et le logarithme, non, qui est convexe, pardon, et le logarithme qui est concave parce que sa dérivée est négative. Conséquence, ln de 1 plus x inférieur ou égal à x, quel que soit x positif. Ça peut s'obtenir en étudiant la fonction ln de 1 plus x moins x, mais on peut le faire aussi directement avec la convexité, en considérant cette fonction-là. Sa dérivée, c'est ça. Donc la fonction est concave. En 0, c'est 1. Et on écrit la tangente en 0, qui est donnée par ça. Et comme la fonction est concave, elle est sous la tangente. Donc f de x est inférieur ou égal à f de 0 plus f' de 0, x moins 0. Ce qui donne directement le résultat. Quel que soit x, y appartenant à R, A, B positif de somme 1, exponentielle de x plus by inférieur ou égal à A exponentielle x plus b exponentielle y, ça vient évidemment du fait que cette fonction est convexe, donc on a f de ax plus by inférieur ou égal à a f de x plus b f de y. Théorème, f donc une fonction définie sur l'intervalle i ouvert de grand R à valeur dans R, dérivable. Alors f est convexe si et seulement si f de x est supérieur ou égal à f de x0 plus f' de x0 facteur de x moins x0, quel que soit x0x appartenant à i. On reconnaît ici l'équation y égale f de x0 plus f' de x0 facteur de x moins x0, c'est l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse x0. D'accord ? Donc ça dit exactement que la courbe est au-dessus de n'importe quelle tangente. Voilà. Démonstration, supposons que f soit convexe, on prend x appartenant à i, si x égale x0, il est évident que ce résultat est vérifié. Si x est supérieur à x0, on a vu qu'on avait ça, et donc comme la fonction est dérivable, ça c'est f' de x0, et ça implique directement le résultat en multipliant par x moins x0 qui est positif. Si x est inférieur à x0, on a vu qu'on avait ça. Et donc, en changeant là, en multipliant par moins 1, pas du tout d'ailleurs, ça, je dis que la dérivée à gauche c'est la dérivée. Et donc, c'est là que je multiplie pas encore par moins 1, c'est ici que je vais le faire, j'obtiens facilement ça. Alors ça implique évidemment directement ça. Donc c'est gagné dans tous les cas. Dans ce cas-là, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Supposons 1, maintenant qu'on est toujours ça, montrons que f' est croissante. On prend x1, x2 appartenant à i, et x1 inférieur à x2. D'après ça, on a ça, qui nous donne ça. Et toujours d'après ça, on va aussi avoir ça, qui nous fait ça en multipliant par moins 1. Et qui ensuite, qui nous fait ça ensuite.
parce que j'ai choisi x2 supérieur à x1. D'accord? Donc, j'obtiens que ça, c'est plus petit que ça, mais c'est plus grand que ça. Et donc, j'obtiens que f' de x1 est inférieur ou égal à f' de x2, quel que soit x1, x2 appartenant à i, vérifiant x1 inférieur à x2. Donc, ça dit bien que f' est croissante, et alors, on sait que f est convexe. L'application de ce chapitre sur la convexité, sur les fonctions convexes, un exercice qui permet de comparer les moyennes arithmétiques, géométriques, harmoniques et quadratiques de n réels strictement positifs. N supérieur ou égal à 2. La moyenne arithmétique c'est ça, la moyenne géométrique c'est ça, la moyenne harmonique et la moyenne quadratique. Et on va montrer que h est inférieur ou égal à g, inférieur ou égal à a, inférieur ou égal à q. Donc pour montrer que a est inférieur ou égal à q, on considère cette fonction convexe puisque sa dérivée seconde est positive. On prend lambda k est égal à 1 sur n dans tout l'exercice et on écrit ça. Donc ça nous fait ça. D'accord? Et donc ça nous fait ça. Donc a inférieur ou égal à q. Là, on utilise la concavité de la fonction ln, qu'on a déjà vu. La dérivée seconde de ln, c'est moins 1 sur x2 négatif. Donc, comme elle est concave, on écrit ça. Donc, ln de ça, donc ln de a, est supérieur ou égal à somme des 1 sur n ln de xk, c'est-à-dire 1 sur n ln du produit. C'est-à-dire, ln, on prend le produit, on le met à la puissance 1 sur n, et là, c'est ln de g. ln de a est supérieur ou égal à ln de g. Donc, comme la fonction ln est croissante, ça veut dire que a est supérieur ou égal à g, ou encore que g est inférieur ou égal à a. Il ne reste plus que h inférieur ou égal à g à démontrer. On reprend g inférieur ou égal à a, mais on remplace les xk par des 1 sur xk. Donc là, on va mettre des 1 sur xk, d'accord? Et puis, dans a, on va mettre des 1 sur xk. Donc ça nous fait ça. Donc évidemment ça nous fait ça, qui est inférieur ou égal à 1 sur n somme des 1 sur xk, qui n'est rien d'autre que 1 sur h. Parce que 1 sur h c'est l'inverse de ça. Donc ça c'est l'inverse de h. Et donc ça veut dire que ça c'est plus grand que h. Et ça c'est quoi? C'est exactement g. G supérieur ou égal à h, h inférieur ou égal à g. Et ça y est, tout est démontré. Point d'inflexion, on a une fonction f définie sur un intervalle ouvert i de r, à valeur dans R, dérivable en x0 appartenant à i. On dit qu'elle met un point d'inflexion en x0 s'il y a un intervalle de ce type inclus dans i, tel que, quand on fait f de x moins ça, alors ça c'est quoi? C'est l'équation y égale f de x0 plus f' de 0, x0 facteur de x moins x0. C'est l'équation de la tangente. D'accord? Donc la différence entre f de x et puis la valeur prise sur la tangente est positive sur l'un des intervalles et négative sur l'autre. Donc si elle est positive là-dessus, elle est négative là-dessus. Si elle est négative là-dessus, elle est positive là-dessus. Ce que j'ai résumé dans deux tableaux. Donc là, si u de x est inférieur à 0, ça veut dire que la courbe de f est dessous la tangente. Là, elle est au-dessus. Et puis là, c'est inversé. Donc là, elle est d'abord au-dessus, puis au-dessous. Au-dessus, au-dessous. Et là, pour ce tableau-là, elle est au-dessous, au-dessus, au-dessous, au-dessus. Voilà. Alors, la courbe traverse la tangente. Mais contrairement aux apparences, on ne peut pas affirmer que f est convexe sur un des deux intervalles là et concave sur l'autre. On verra des contre-exemples un peu plus loin. Donc f toujours de i vers r, dérivable en x0. Si f change de concavité, donc là on prend que l'hypothèse que ça change de concavité au sens de ce que je viens de dire, sur un intervalle comme ça, alors f a un point d'inflexion en x0. Mais la réciproque est fausse. Donc ça, on le verra après. Démonstration, on suppose que f est convexe là-dessus, concave là-dessus. Alors, on va prendre ça, et on va faire tendre t vers x0. Comme f est convexe, on a ce dessin-là
avec cette pente-là qui est plus petite que celle-là. Ça peut s'écrire comme ça tend vers la dérivée puisqu'elle est dérivable. Et donc, comme x0 moins x est positif, on obtient facilement ça, puis ça. U de x est donc supérieur ou égal à 0. La courbe est au-dessus de la tangente. Maintenant, f est concave, là. Et donc là, je prends ça. Et pareil, je vais faire tendre t vers x0. Moins f est donc convexe. Donc là, j'écris la courbe de moins f. Et donc, je vais dire que cette pente-là est plus petite que celle-là. D'accord? Et ça, évidemment, ça tend vers l'opposé de la dérivée en x0. Donc, j'obtiens ça. Et je multiplie par x moins x0 qui est positif, et j'obtiens ça. Donc, u de x est négatif, là. Donc, sur le premier intervalle positif, sur l'autre négatif. Bon, on aura la même chose, évidemment, si on suppose d'abord que f est concave là-dessus et convexe là-dessus, c'est exactement pareil. La propriété est démontrée. F, une fonction définie sur un intervalle ouvert I de R à valeur d'un R dérivable, si f', pas f, a un extrémum local en x0, alors f a un point d'inflexion en x0. Et on a, donc on voit, alors il y a deux cas, si c'est un maximum local, on a ça, et à ce moment-là, la courbe de f est dessous la tangente, là elle est au-dessus, et là c'est l'inverse, avec epsilon positif, et puis cet intervalle inclus dans I et l'équation de la tangente, bien sûr. Démonstration, si c'est un maximum local, on a ça. Si on prend ça, on applique le théorème des accroissements finis, il existe C, et on a ça. Et donc ça. Et si x appartient à cet intervalle, toujours le théorème des accroissements finis, et cette fois-ci, donc f' de c est inférieur ou égal à ça, et cette fois-ci ça fait f de x inférieur ou égal à ça. Tout à l'heure c'était supérieur ou égal parce que on passait f de x de l'autre côté. D'accord? Voilà, donc on a ça et ça, donc ça correspond bien à ce qu'on a dit avant. Égalité évidemment, si x est égal à x0. Dans ce cas-là, on a le tableau 1 et puis donc un point d'inflexion. Ici, on a le minimum local, on a ça, et on fait la même chose, théorème des accroissements finis, mais cette fois-ci, il va nous donner que f de x est inférieur ou égal à f de x0 plus f' de x0 facteur de x moins x0, alors que sur cet intervalle-là, je vous laisse vérifier, on obtient facilement qu'il est supérieur ou égal. Donc on a un point d'inflexion et le tableau. Le tableau, parce que là, on voit bien f de x, la courbe est en dessous, la courbe est au-dessus. D'accord? Voilà. Si f est ouvert, est défini sur un ouvert de R à valeur dans R, que f seconde existe, on suppose x0 appartient à I. Si f seconde s'annule en x0 et change de signe en x0, elle passe de plusieurs, mettons, positif avant, négatif après, ou négatif avant, positif après, sur un intervalle comme ça, alors f a un point d'inflexion en x0. Bah, c'est évident parce que soit on est dans ce cas-là, soit on est dans ce cas-là. Mais à ce moment-là, on voit bien que f' a un minimum local, ou un maximum local ici, ou un minimum local. Et d'après ce qu'on a dit avant, là par exemple je suis dans ce cas-là, et puis là je suis dans ce cas-là. Deux exemples, quasiment le même exemple, de points d'inflexion. Alors souvent on va les chercher dans les fonctions de degré 3, de degré 5, dans les polynômes de degré 3 ou 5. Là je prends le premier qui est la plus connue, tout le monde connaît la courbe. Bon, f seconde est égal à 6x, il s'annule uniquement si x est égal à 0, et il s'annule en changeant de signe. D'accord? La tangente en 0, c'est la droite d'équation y égale à 0, et ici on a un point d'inflexion. Bon, là je ne développe pas plus tellement c'est connu, mais je prends un autre exemple. Moins x au cube sur 3 plus x au carré plus 4 tiers qui est c infini. Sa dérivée c'est moins x2 plus 2x, et sa dérivée seconde c'est donc moins 2x plus 2, qu'on peut écrire comme ça, et on voit que
ça s'annule uniquement en 1, ça change de signe. Donc il y a un unique point d'inflexion en 1. La tangente en 1, elle est donnée, alors f' de 1, lui, il vaut 1. Donc ça fait, et f de 1, ça fait 1 plus 1, 2, donc ça fait 2 plus x moins 1, et donc ça fait x plus 1. Y égale x plus 1. Alors il se passe quoi ici? F seconde est positif, négatif, donc on est dans cette situation. D'accord? Et dans cette situation, on sait que la courbe est d'abord au-dessus de la tangente avant d'être en dessous. Donc ça fait quelque chose comme ça, même si c'est mal dessiné. Alors on peut faire rapidement l'étude complète. F' s'annule en 0 et puis en 2. D'accord? La dérivée est donc comme ça. Et on a une fonction qui est décroissante, croissante, décroissante. Les limites, à la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini, parce que c'est x au cube, moins x au cube. Et en plus l'infini, ça fait moins l'infini, donc ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Tac, tac. Un dernier exemple avec cette fonction-là qui est de classe C infini. Sa dérivée première, sa dérivée seconde. Bon, on a facilement ça. Et donc on voit que f' de x égale 0 si et seulement si x égale 2 et que f seconde de x égale 0 si et seulement si x égale 2 et qu'elle change de signe en 2. Donc on a bien un point d'inflexion. La tangente en 2, elle est donnée par y égale moins x plus 2, cette droite-là, d'accord? Et quand je prends f seconde, donc il est négatif, nul, positif, donc f' est comme ça. On sait que là la courbe est en dessous de la tangente et que là elle est au-dessus. D'accord? Donc sur un intervalle autour de 2, ici la courbe elle est concave et puis ici la courbe est convexe. F, une fonction définie sur un intervalle ouvert I de grand R à valeur dans R, x0 appartenant à U. On a vu que si f' de x0 existe et que f change de concavité en x0, alors f a un point d'inflexion en x0. On a vu que si f est dérivable et que f' a un extrémum local en x0, alors f a un point d'inflexion en x0. On a vu que si la dérivée seconde existe, qu'elle s'annule et qu'elle change de signe, c'est pareil, il y a un point d'inflexion. Et on va montrer avec cette fonction-là que les réciproques sont fausses. Alors, on passe d'abord beaucoup de temps à prouver que f est dérivable continu, dérivable, bon, on a ça, qui montre que la limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à 0, c'est-à-dire à f de 0, donc elle est continue en 0. Alors évidemment, f c'est infini sur R étoile. Donc f est continu sur R, si x est différent de 0, et bien f de x moins f de 0 sur x moins 0, ça me fait ça, qui tend aussi vers 0 pour les mêmes raisons qu'ici, donc elle est dérivable, et f' de 0 est égal à 0, et si je prends f' de x, alors il faut dériver ce truc-là, donc ça fait 5x4 fois ça, plus x5 fois la dérivée de ça, qui est égal à ça. Et donc ça, ce truc-là, ça tend vers 0 pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et puis ça, pareil, parce que ça, c'est entre moins 1 et 1, c'est multiplié par quelque chose qui tend vers 0. Donc la limite de f' de x quand x tend vers 0 est égale à f' de 0, qui est égal à 0, donc f' est continu sur R. On arrive à la même chose avec f seconde, parce que je calcule ça. Et donc f seconde de 0 existe est égal à 0. Et si pour x différent de 0, je dérive donc cette expression-là, je vous laisse vérifier parce que c'est très facile. On montre que c'est égal à ça et que tout tend ici vers 0, parce que là, il va y avoir du x sinus 1 sur x. Donc f seconde est continue sur R, donc finalement f est de classe C2. L'équation de la tangente en 0, c'est ça, donc y égale 0. Et pour x différent de 0, ce truc-là c'est positif, donc f est du signe de x puissance 5. Donc négatif si x est inférieur à 0, positif autrement. Donc la courbe est au-dessus de la tangente si ça,
en dessous aussi ça, donc on a bien un point d'inflexion en x0 égale 0. Supposons que f' est un maximum local. Donc il y aura un intervalle moins mu sur lequel on aurait ça. On va prendre xk qui est égal à ça, qui tend évidemment vers 0. Je vous laisse vérifier que pour k supérieur à la partie entière de ce truc-là, il suffit d'écrire que ça c'est inférieur à nu. Eh bien, on a xk entre 0 et nu. F' de xk, bon, bah, le 1 sur x, là, il nous fait 2kπ moins pi. Donc là, le sinus, à ce moment-là, il vaut moins 1. Et on va trouver un truc comme ça, donc positif. Si je prends yk qui est égal à ça, donc lui, il est plus petit que le 1 sur 2kπ moins pi, parce que 2kπ est plus grand que 2kπ moins pi. Et puis, bon, on va avoir ça en fait. Eh bien, f' de yk, lui, au lieu d'avoir un plus, on a un moins. Et en fait, on voit que dès que k est supérieur à 2, ben, c'est négatif. Donc si on prend k supérieur à sup de n et 2, eh bien, on a ça, mais on a f' de yk qui est négatif et f' de xk qui est positif. Donc, c'est pas possible que f' soit décroissante sur 0 nu. Alors donc, si f' a un minimum local maintenant, ben, on a un truc comme ça, et là je vais prendre xk égale 1 sur 2kπ, tend vers 0, et on va prendre k supérieur à la partie entière ici, et on trouve que on a évidemment ça tend vers 0. Alors je prends yk égale 1 sur pi plus 2kπ qui tend vers 0. Alors du coup là mon yk lui il est plus petit que xk, d'accord. Et f' de xk, ben, c'est inversé, c'est négatif pour x, pour x négatif, ça ne veut rien dire du tout. Pour k supérieur à 2, on va dire. D'accord. Et mon f' de yk, lui, est positif. Donc dès qu'on prend k supérieur à n, comme tout à l'heure, la sup de n et puis de 2, bah, on a ça, mais on a f' de yk qui est positif et f' de xk qui est négatif. Donc il n'est pas possible que f' soit croissante ici. Donc on en déduit que f' n'a pas non plus de minimum local. Et comme elle n'avait pas de maximum local, elle n'a pas d'extrémum local. On vient donc de démontrer que la réciproque de 2 est fausse, puisqu'on a une fonction qui présente un point d'inflexion en 0, mais f' n'a pas d'extrémum local en 0. Alors maintenant, f seconde de 0 est égal à 0, pour x différent de 0, f seconde est égal à ça. Supposons qu'il change de signe en 0. Alors, je reprends ça, et c'est facile de voir que f seconde de xk va être égal à ça, parce que le cosinus vaut 1 et le sinus valent 0. Donc ça fait ça et c'est négatif. Alors que si je prends yk, qui est toujours entre 0 et nu, parce que j'ai pris un k assez grand, f seconde de yk, lui, va être, au lieu d'avoir un moins, il y a un cosinus qui est égal à moins 1, donc ça va faire ça et c'est positif. Donc on voit qu'il n'y a pas un signe constant sur 0 nu. Donc la réciproque de 3 est faux, parce que f seconde de x0 est égal à 0, d'accord, et f seconde change de signe, ça veut quand même dire qu'il y a un signe constant sur la moitié de cet intervalle. Or, ce n'est pas le cas. Supposons maintenant que f change de concavité en 0. Comme f seconde existe, on sait que ça voudrait dire qu'il existe alpha suffisamment petit, tel que f serait convexe là-dessus, concave là-dessus. Ou bien concave là-dessus et convexe là-dessus. On va interaction nu à 0 nu. Dans le premier cas, on aurait f seconde qui serait négatif sur 0 nu, ce qui est faux, puisqu'on a vu que ça change de signe. Et dans le deuxième cas, on aurait f seconde de x qui serait positif sur 0 nu, ce qui est faux aussi pour la même raison. Donc f ne change pas de concavité en 0. Donc la réciproque est fausse.